Et si je vous disais qu'il existait un accord qui rendrait à la fois la Russie et la Chine riches? Ils le savent tous les deux, et ils le savent depuis des années, mais aucun d'eux n'est prêt à faire les concessions nécessaires pour conclure l'accord. Eh bien, ce n'est pas une hypothèse, c'est la réalité. Et c'est l'exemple parfait pour illustrer pourquoi il est nécessaire de comprendre la théorie de la négociation afin de donner un sens au monde étrange dans lequel nous vivons. Peut-être avez-vous déjà entendu la version générale de cette histoire. À peine la visite de Trump en Chine terminée, Xi a accueilli Poutine à Pékin pour le dernier renouvellement de leur partenariat sans limite. Tout le monde affichait un large sourire. La principale spéculation avant le sommet concernait la possibilité que les parties fassent enfin des progrès sur un projet de gazoduc destiné à fournir l'énergie sibérienne à l'industrie chinoise. Donc, selon cette logique, la Chine avait bloqué l'accord les années précédentes en exigeant que la Russie propose des prix par unité de gaz incroyablement bas. Cependant, les manœuvres de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran a changé la donne à ce niveau-là. Avant la guerre, la Chine importait environ 30% de ses importations de gaz depuis l'autre côté du détroit d'Ormuz. Bien qu'il faille de nombreuses années pour achever le gazoduc, le niveau d'instabilité plus élevé autour d'Ormuz obligerait la Chine à augmenter son offre à la Russie. Ou du moins, c'était l'hypothèse. Mais non, aucun accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer par un bref historique des gazoducs Force de Sibérie. Ensuite, je donnerai un aperçu de la situation économique entre les deux pays dans le contexte de la guerre en Ukraine et j'expliquerai pourquoi il est naturel de penser qu'un accord devrait avoir lieu. Mais ensuite, nous terminerons avec une paire de frictions de négociation, des problèmes de hold-up et d'informations privées qui semblent faire échouer les négociations. Mais commençons par les gazoducs POS. Et juste pour que ce soit clair, POS signifie puissance de la Sibérie. Un nom et une abréviation tout à fait corrects qui ne posent aucun problème lorsqu'on parle des gazoducs de manière informelle. Comme vous le savez sans doute, de nombreuses petites créatures ont choisi de mourir dans l'actuelle Sibérie. Après que leurs fossiles ont subi une pression pendant des éons, ils se sont transformés en gaz naturel, et maintenant la Fédération de Russie essaie de se maintenir à flot économiquement en exploitant la vente des réserves d'énergie correspondantes. Malheureusement, le gaz naturel est très difficile à transporter. Encore plus malheureusement, très peu de personnes vivent en Sibérie pour pouvoir utiliser ce gaz. La meilleure solution est d'acheminer le gaz par des tuyaux jusqu'aux habitants. Eh bien, il se trouve que la Chine a beaucoup de monde, donc il est logique d'y envoyer le gaz. Et c'est exactement ce que la Chine et la Russie ont fait auparavant. Le gazoduc Force de Sibérie transporte le gaz de quelques champs de l'Est directement en Chine. La construction a commencé en 2014 et ils ont marqué l'occasion avec tout le faste et la cérémonie auxquels on pouvait s'attendre. Ici, vous pouvez voir la première section en train d'être soudée, ainsi que cette personne à droite qui est sans aucun doute un inspecteur sérieux et certainement pas un mannequin que Gazprom aurait engagé pour l'occasion. 5 ans plus tard, les premières livraisons sont arrivées en Chine et tout le monde était content. Cependant, la Russie possède un deuxième grand gisement de gaz plus à l'ouest. La Chine dispose toujours d'un flot inépuisable de gens. La question suivante était donc de savoir si la Russie devait construire un second gazoduc à cette fin. Et cela nous amène à la situation économique actuelle, qui va en fait se transformer en un essai sur une autre façon dont la guerre en Ukraine a perverti les incitations. Autrefois, la Russie ne ressentait pas le besoin pressant d'établir un gazoduc de la Sibérie occidentale vers la Chine. Après tout, il y avait des acheteurs riches et prêts à acheter partout en Europe, qui étaient également plus proches des champs gaziers. Ils ont même construit 1 ou 2 gazoducs pour faciliter les achats. Mais ensuite, l'opération militaire spéciale a duré plus de 3 jours. Les acheteurs européens ont commencé à reconsidérer toutes leurs relations avec l'énergie russe et quelqu'un a peut-être décidé de saboter le fonctionnement des gazoducs vers l'Europe. Les achats européens ont persisté un peu plus longtemps que ce que les dirigeants les plus tournés vers l'Europe auraient souhaité, mais le Kremlin avait tout de même besoin d'un nouvel acheteur. Avec le temps, le Kremlin a également commencé à ressentir un besoin fiscal pressant de conclure un accord. Les masses russes n'étaient pas enthousiastes à propos de l'opération militaire spéciale, obligeant Poutine à mener une coûteuse campagne de recrutement de volontaires sous contrat pour maintenir les rangs garnis. Sans parler de tout le métal que la guerre a consommé.
Et au fil du temps, les oiseaux roses ont continué à avoir une malchance incroyable en s'écrasant sur des sites extrêmement précieux et hautement explosifs. Pendant ce temps, durant presque toute cette période, la Chine s'est restée fidèle à elle-même. Elle possède une base industrielle en pleine croissance et son industrie adore tourner à l'énergie bon marché. Nous l'avons constaté à travers l'augmentation des importations chinoises de GNL russes, mais cela reste une méthode de transport sous-optimale. Ainsi, le duo formait un duo taillé sur mesure pour un gazoduc. Et pourtant, jusqu'en 2025, ils n'ont pas réussi à conclure un accord. La Chine a fixé ses exigences contractuelles entre 120 et 130 dollars par 1000 mètres cubes, ce qui équivaut à peu près au prix subventionné que paient les consommateurs russes. Petite parenthèse, ces subventions énergétiques sont courantes parmi les régimes autocratiques et elles sont ridicules. Tout ce qu'elles font, c'est inciter les citoyens à surconsommer le carburant et à en trouver des usages pervers, comme les Vénézuéliens, qui convertissent l'électricité en bitcoin. Il serait économiquement plus efficace de vendre l'énergie sur le marché international ouvert, puis de reverser les bénéfices aux citoyens. Quoi qu'il en soit, encore une fois, la Chine cherchait à obtenir entre 120 et 130 dollars par 1000 mètres cubes. La Russie cherchait le double du prix, entre 240 et 260 dollars, ce qui reste une réduction par rapport au prix post-invasion que les Européens ont tendance à payer. C'est sans doute ce qui se passe quand on enlève des acheteurs fortunés de l'équation. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de passerelle pour combler l'écart entre la Russie et la Chine, et donc il y a eu des réunions consécutives où ils ont discuté du pipeline et fait des progrès, mais rien de concret ne se passait entre-temps. Les décideurs à Kiev ont simplement observé l'affaire avec amusement. Puis la guerre avec l'Iran et la chute des marchés de l'énergie mondiaux ont suivi. Un autre pipeline offre non seulement une alternative à la Chine, mais il est aussi moins vulnérable aux tentatives de blocus, que ce soit à Hormuz ou au détroit de Malacca, dans le cas où Pékin tenterait une action contre Taïwan. D'où la spéculation que la Chine pourrait relever son offre et que la construction du deuxième POS pourrait débuter. Alors que s'est-il passé ? Selon les rapports, la Russie a maintenu son prix demandé entre 240 et 260 dollars par 1000 mètres cubes. Et la Chine a également maintenu son prix d'offre entre 120 et 130 dollars. Voilà pour le progrès. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord aborder les problèmes de négociation. En fait, nous en avons déjà discuté dans le contexte du pipeline il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu une autre négociation ratée. Et juste pour que ce soit clair, je n'arrive pas ici après coup pour vous dire qu'il y a des problèmes sous-jacents plus fondamentaux. J'ai pris position sur la situation il y a longtemps, et mon seul regret est de ne pas avoir eu la prévoyance de faire en sorte que le texte de la miniature indique plutôt rivalité intense. En 2024, il était déjà évident que la solution la plus rentable était d'installer le pipeline. La Russie n'allait pas trouver d'acheteurs capables d'offrir plus, et la Chine n'allait pas trouver de vendeurs prêts à fournir le gaz pour moins cher. Donc en principe, un accord aurait dû les rendre tous les deux gagnants. Ça vous rappelle quelque chose, non ? Par conséquent, s'ils n'ont pas conclu d'accord, c'est qu'une certaine friction dans la négociation a dû leur faire obstacle. C'est la seule façon d'expliquer une impasse, étant donné que les deux parties reconnaissent qu'un accord aurait été préférable pour elles. Dans cette optique, quoi qu'il se passe à Hormuz, cela ne change rien à la faisabilité de l'accord. Un accord a toujours été envisageable. Ce qui pourrait entraîner un changement dans le résultat attendu, ce serait si quelque chose se produisait concernant ces frictions de négociation, peut-être dans la façon dont elles sont interprétées à la lumière de Hormuz ou parce qu'il s'est passé quelque chose de totalement indépendant. D'accord, discutons des 2 principales frictions de négociation. La première est un problème de hold-up. Pour que le gaz change de main, quelqu'un doit construire le pipeline. C'est un projet nécessitant beaucoup de capitaux qui n'offrira aucun rendement pendant une longue période. La Russie a financé tous les coûts d'investissement de sa section du gazoduc Force de Sibérie 1. Mais vous savez déjà que la Russie n'a pas actuellement la liquidité nécessaire pour cela. Par conséquent, ce serait à la Chine de payer la facture. Le schéma économique classique consisterait alors pour la Russie à offrir des tarifs réduits sur le gaz jusqu'à ce qu'elle rembourse la Chine pour ce prêt de facto. Si seulement c'était aussi simple.
Pékin doit s'inquiéter de ce qui se passera une fois que le gazoduc sera opérationnel. Tout ce que la Chine a investi dans la construction est désormais un coût irrécupérable. En retour, la Chine doit craindre que la remise convenue des années auparavant disparaisse et que la Russie commence à lui appliquer le prix du marché. Après tout, si Moscou trouve quelqu'un prêt à payer plus cher, elle trouvera une excuse pour vendre le gaz à cet acheteur. Un Pékin prudent oblige donc la Russie à avancer sa part de l'investissement dans le pipeline, ce qui correspond exactement à la proposition actuelle. Comment cette friction dans les négociations a-t-elle changé avec le temps ? Eh bien, le problème de hold-up ne disparaîtra jamais. Seule la capacité de la Russie à investir initialement peut l'atténuer. Et je dirais que cela n'a fait qu'empirer, car la poursuite de la guerre n'a fait que resserrer les contraintes budgétaires à Moscou. La seconde des deux frictions de négociation est l'information privée. La Chine a l'impression que la Russie est désespérée de conclure un accord et qu'elle sera donc prête à accepter une réduction significative pour y parvenir. La position de la Russie est que non, elle n'est pas en difficulté à ce point comme la Chine le pense, et donc il n'y aura aucune réduction. C'est un cas typique où la Russie dispose d'informations privées sur sa propre vulnérabilité, et il nous est impossible, en tant qu'observateurs extérieurs, de savoir qui a raison. Après tout, si nous pouvions clairement voir la véritable position de la Russie, alors la Chine le pourrait aussi, et soit la Russie n'aurait aucune capacité à bluffer, soit la Chine reconnaîtrait qu'elle a tort et changerait sa position en conséquence. Cette asymétrie expliquerait également pourquoi les récentes négociations entre l'Ukraine et la Russie n'ont abouti à rien, donc cela semble plausible. D'un côté, il est surprenant que cette incertitude ait persisté aussi longtemps. La campagne ukrainienne contre les raffineries a causé assez de dégâts visibles pour accentuer les écarts dans d'autres facteurs non observables. Cela pourrait aussi faire que ce qui s'est passé autour d'Ormuz se neutralise dans les négociations avec la Chine. Avec du recul, je ne m'attends pas à ce que cette impasse dure éternellement. À un moment donné, la Chine finira par admettre que la Russie est capable de tenir sur le long terme, ou la Russie devra abandonner son bluff. Enfin, l'économie russe redeviendra suffisamment stable pour que les investissements pluriannuels dans les infrastructures soient financièrement judicieux. D'accord, cela prendra du temps, mais ils y arriveront tôt ou tard. Donc je pense qu'il est inévitable que le gazoduc Force de Sibérie 2 soit construit. Mais tant que les problèmes fiscaux et d'information ne seront pas résolus, il sera difficile de finaliser un accord sur le gazoduc. Alors, quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Le gazoduc Force de Sibérie 2 devrait améliorer le bien-être de la Chine et de la Russie. Les frictions dans les négociations bloquent l'accord. La crise du détroit d'Ormuz ne modifie pas assez les incitations à la négociation pour changer la situation. Et comme les défis liés à Ormuz ne surpassent pas les frictions, nous assistons à un autre sommet sans accord. Vous pouvez déjà en apprendre plus sur la politique de la Chine. J'ai une playlist qui y est entièrement consacrée. J'ai une playlist sur le sujet. Le correcteur automatique m'a encore eu, mais c'est vraiment adapté à cette fichue vidéo sur le PES. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, partager et vous abonner. À la prochaine, prenez soin de vous.